à tous et à toutes, bienvenue à notre webinaire sur les 5 erreurs courantes dans la gestion de stock et comment les éviter. Je suis Mathilde, responsable contenu chez AccuManager et je suis accompagnée de mon collègue François, que je laisse se présenter. Moi, c'est François Hénon, moi je suis chef de projet chez AccuManager. Juste un petit rappel des consignes. Pour éviter les bruits parasites, garantir une qualité audio optimale et faciliter l'enregistrement du webinaire, on a coupé tous vos micros, mais vous avez bien évidemment la possibilité de poser vos questions dans le chat tout au long du webinaire. On prendra bien évidemment le temps d'y répondre en fin de session. Pour l'ordre du jour, on va remettre un peu le sujet en contexte. Ensuite, on partira directement sur les 5 erreurs dans la gestion de stock et finalement par les questions-réponses. On sait que structurer une gestion de stock, c'est pas toujours évident. C'est pas une simple question d'outils ou de procédures. C'est vraiment un réel équilibre à trouver entre les réalités du terrain, les contraintes opérationnelles, les habitudes en interne et les priorités du moment. Et on peut vite se heurter en fait à des questions concrètes telles que comment structurer l'information de manière fiable, exploitable. Est-ce que ça colle vraiment à la réalité du terrain? Qu'est-ce qu'on suit en priorité? Et ce qu'on a remarqué au fil des projets, c'est que certaines erreurs reviennent assez souvent. Et pas forcément parce que les équipes font mal les choses, mais parce qu'il est complexe d'anticiper tout quand on se lance. Donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, c'est un partage d'expérience. On va passer en revue les 5 erreurs qu'on croise sur le terrain et surtout, on va voir comment les éviter avec des conseils concrets, des exemples vécus et des solutions faciles à adapter à votre réalité, à votre quotidien. Et donc, l'idée, c'est de vous faire gagner du temps, éviter les frustrations et vous aider à construire une gestion de stock qui fonctionne vraiment sur le long terme. On passe à la première erreur, vouloir tout gérer en stock. Donc, on commence avec une tendance qu'on voit assez fréquemment quand une entreprise cherche à gérer son stock. Donc, c'est vouloir tout gérer, tout tracer, tout entrer dans le système. Et sur le papier, ça peut sembler logique. On se dit que plus on gère, plus on maîtrise. Mais en pratique, on se retrouve parfois avec un système qui va vite devenir impossible à faire vivre. Et aussi pour les équipes, ça va les décourager dès les premières semaines. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus à propos de cette erreur? Oui. Et pourquoi cette envie de tout mettre en stock peut vite devenir contre-productive? C'est souvent le problème qu'on rencontre quand on commence à faire de la gestion de stock, c'est qu'en fait, on veut trop bien faire dès le début. On veut tout mettre directement dans le stock. Alors, tout mettre dans le stock, c'est quelque chose qui sera fait, évidemment, mais à terme, parce qu'on oublie trop fréquemment que c'est un processus qui prend beaucoup de temps à mettre en place. Parce que nous, quand on arrive dans les entreprises, ou simplement qu'une entreprise met en place un outil de gestion de stock, on se rend compte que généralement, il y a souvent assez peu de gestion qui est existante. La meilleure gestion qui existe jusque-là, c'est un fichier Excel qui est plus ou moins complété comme on le peut. Et donc, on veut tout intégrer. Alors, il y a des outils qui permettent dans les logiciels actuels d'intégrer le stock directement dans l'application. Nous, la GMAO qu'on propose le permet. Mais ce qu'il y a, c'est que si on passe de rien à tout d'un coup, tout le monde va être perdu. Alors pourquoi? Parce que ça veut dire que ça va entraîner des problématiques en termes de sortie, notamment. Donc, habituellement, c'est j'ai besoin de la pièce, je vais voir si elle est en stock. Donc là, j'ai besoin de la pièce, je peux vérifier si elle est en stock. Si elle est en stock, je la sors. Mais si elle n'est pas en stock, qu'est-ce que je fais? Et là, c'est un premier point de blocage. C'est que une fois qu'on rentre dans la gestion de stock, on est obligé de s'y tenir. Donc, faut voir un petit peu si ça colle avec la façon de faire des équipes. Ça demande quand même du temps parce que c'est pas juste entrer des références. Ça veut dire également réfléchir au rayonnage. Ça demande à réfléchir aux localisations, aux emplacements. Où est-ce que je le mets? Comment je le crée dans mon système? Et également, ça dépend de l'équipe. Il faut pas oublier que dans certaines entreprises, ce sont les techniciens qui vont chercher les pièces eux-mêmes dans le magasin. Dans d'autres entreprises, ça va être le magasinier qui va sortir les pièces. Et donc, c'est un processus qui ne peut pas se faire d'un tour de main comme ça. Il faut réfléchir à la façon dont on va le faire. Et quand une entreprise débute en gestion de stock, est-ce qu'il vaut mieux essayer de démarrer par un stock partiel, donc par exemple avec des pièces critiques uniquement, ou essayer de tout intégrer, quitte à devoir après faire le tri?
Alors, ça va dépendre du contexte de l'entreprise, parce qu'il y a des entreprises qui ont très peu de stock, donc à ce moment-là, on peut se permettre sans aucun problème de tout intégrer. Si on est dans une entreprise avec beaucoup de machines ou beaucoup de références de pièces différentes, là, il faut faire attention. Encore une fois, ça peut très bien se passer de tout mettre directement, mais ça, encore, comme j'ai dit, ça dépend du contexte. Moi, je conseille d'abord effectivement partir sur les pièces critiques. Pourquoi? Parce que c'est les pièces dont on va avoir besoin et c'est des pièces que si on ne les a pas en stock, là, on a un problème. Une machine qui s'arrête parce qu'on n'a pas la pièce qu'il faut, qui est critique dans le stock, c'est problématique. C'est une perte de production, c'est une perte de productivité, c'est une perte d'argent pour l'entreprise et c'est la panique à bord pour arriver à solutionner. Alors que si on a anticipé la sortie par une gestion de stock efficace, ça, on le verra. Finalement, avoir les pièces critiques en stock, c'est la priorité. Les pièces qui sont des consommables de tous les jours, qu'on peut éventuellement, alors je dis pas qu'il faut faire ça, mais on peut se dépanner en allant en magasin de bricolage du coin, c'est moins dramatique que la pièce qu'il faut absolument sur la machine. Alors, on passe à la deuxième erreur, ne pas utiliser des unités de consommation adaptées. Donc cette erreur-là, elle a aussi un impact au quotidien et il s'agit plus particulièrement de la cohérence entre ce qu'on achète, ce qu'on stocke et ce qu'on consomme. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup en quoi le choix des unités a un vrai impact sur la fiabilité du stock et comment éviter de se tirer une balle dans le pied dès l'entrée des données? En fait, ce qui va se passer, c'est que il arrive souvent que les unités d'entrée ne soient pas les mêmes que les unités de sortie. Ça veut dire que, voilà, il y a un exemple qui est indiqué. Si j'achète des fûts d'huile, par exemple, le fût, je rentre un fût dans mon stock, mais je ne consomme pas en fût. Donc ça veut dire que, sauf dans certains, évidemment, peut-être certaines maintenances vont utiliser une unité complète, mais si j'achète un fût, généralement, l'huile, on va utiliser en litres, en centilitres. Et donc, si on rentre un fût, et qu'on ne peut pas le convertir en autre chose, on va devoir dire que j'ai utilisé 0,004 de mon fût. C'est complètement impossible à gérer, c'est très lourd. Donc, ça, il faut faire attention. Donc, est-ce que votre système va permettre de faire de la conversion automatique? Donc, je transforme un fût de 50 litres en... alors, je vais essayer de pas dire de bêtises, en 50. Donc, je rentre un fût, ça rentre 50 litres. Et après, je consomme un demi-litre, un quart de litre. Ça fonctionne bien. Alors, attention aussi à ces unités décimales parce que, voilà, on peut consommer en litres, mais on n'est pas au dixième près. Donc ça veut dire que je consomme plus ou moins un demi litre. Je mets un demi. Je n'ai pas besoin de peser mon huile pour savoir si j'ai sorti 0,5 ou 0,6 litres d'huile. Donc ça, c'est un exemple qu'on va avoir plus dans du petit consommable, notamment des vis. Ça, c'est un exemple qui arrive très souvent. Tous les services maintenance vont avoir des petits consommables, des vis, des clous, etc. Enfin, vraiment du tout petit consommable. Ça, par contre, je conseille de ne pas le passer en gestion pièce. Ça va rester une boîte. J'ai une boîte de vis de telle référence. Quand je l'ouvre, je la consomme. J'ai consommé ma boîte, même s'il y a encore des vis dedans. Parce que vous n'allez pas vous amuser à dire, tiens, j'ai utilisé 3 vis dans mon intervention. Il faut penser que ça a un impact non seulement sur les sorties, c'est lourd à faire parce que sincèrement, l'intérêt de sortir une vis qui est peut-être une boîte de vis à 7 €, il y en a 100 dedans, ça veut dire que vous sortez une pièce à 7 centimes quand vous l'utilisez. Je crois que ça ira au niveau de vos coûts de maintenance, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, il vaut mieux que ça reste au global. Par contre, quand vous allez faire les inventaires, devoir compter dans les 43 boîtes ouvertes, s'il y a 49, 42 ou 30 vis qui restent, là, ça vient vite devenir lourd. Ouais, c'est du casse-tête et lourd à faire. Donc, voilà, c'est indiqué ici, prise de tête. Donc, voilà. Et alors, pour la vision réelle de l'état de stock, est-ce qu'on doit utiliser une ou plusieurs unités de stockage? C'est aussi des questions à se poser. Est-ce qu'il vaut mieux dire, je n'utilise que des pièces, je sais pas moi, si j'utilise des chaînes, est-ce que je compte une chaîne en tant que telle? Est-ce que je fais du métrage? Parfois, on peut avoir des mêmes pièces qui vont avoir plusieurs unités de stockage pour justement, c'est plus rare, mais pour justement répondre vraiment aux besoins des utilisateurs terrain. Alors, on peut passer à la troisième erreur, vouloir une gestion trop détaillée. Donc, cette erreur, je pense qu'on l'a aussi tous vu dans un projet ou dans un atelier. C'est celle de vouloir tout gérer dans les moindres détails. Alors, oui, certaines pièces justifient une traçabilité très fine, numéro de série, date de péremption, etc. Mais quand on commence à gérer une vis comme si c'était un moteur, effectivement, on l'a dit tantôt, ça devient vite ingérable. Donc,
Est-ce que tu peux nous expliquer où il faut mettre le curseur et comment savoir quand il est justifié d'aller dans le détail ou quand ça devient une perte de temps? Donc, encore une fois, là, je vais quand même préciser dès le début que ça va dépendre du contexte. Dans certains domaines d'activité, on va devoir passer par ça, même si c'est lourd. Si on est dans l'aéronautique, obligatoirement, quasiment, il y a beaucoup de pièces qui sont en gestion de lot ou de numéro de série pour avoir une traçabilité précise de ce qui a été fait. Dans les autres secteurs, c'est pas le cas. Et on va se retrouver avec des personnes qui vont dire « Ah, chouette, on peut gérer en numéro de lot, en numéro de série ». Oui, ça peut être bien sur certaines pièces, encore une fois, dans des cas précis, mais maintenant, il faut toujours se poser la question de est-ce que ça ne va pas alourdir le système? Il y a un exemple que je prends systématiquement quand je m'occupe de nos clients, c'est, alors, je suis très amateur de café, donc j'ai souvent un gobelet de café en main, et je prends toujours l'exemple du gobelet de café. Je dis, imaginez que sur le carton ou le film plastique qui contient 50 gobelets, il y a un numéro de série, parce qu'il y a un numéro de production. On se dit, tiens, je vais encoder les gobelets à ce moment-là. À chaque fois que vous allez proposer un café à quelqu'un et donc vous allez devoir sortir un gobelet du stock, vous allez devoir vous dire, mais attends, le gobelet, dans quel carton je l'ai pris? Ah, je l'ai pris dans le 127, donc je dois faire une sortie des cartons 127, j'ai pris dans le 133. Donc, c'est une prise de tête à la sortie, c'est évidemment une prise de tête lors des inventaires et c'est également une prise de tête lors des entrées. Donc, c'est quelque chose qui alourdit le système et qui, au final, le gobelet en carton n'a aucun intérêt de savoir si j'ai sorti un 127, un 133, un 152. Donc, c'est des éléments qu'il faut réfléchir. Est-ce que vous avez réellement un intérêt? Parce que en plus, ça peut avoir des impacts selon le logiciel sur la valorisation du stock. Parce que un gobelet, je l'achète 1 euro cette fois-ci, la fois d'après, je l'ai acheté ailleurs, ça va coûter 2 euros. Globalement, mon gobelet, coût total, me revient à 1,50 €. Maintenant, si je dois dire, si je sors mon gobelet là, je fais un café à 30 centimes le café, 1 euro le gobelet, 1,30 €. Si je le sors là, c'est 2 € le gobelet. Donc, voilà, ça devient vraiment prise de tête. Est-ce qu'il y a des critères ou des signaux qui montrent qu'on va trop loin? Justement, quand on doit commencer à se prendre trop la tête pour une pièce et on se dit, ah mais attends, c'est pas cette pièce-là. La question, c'est quand vous arrivez devant un emplacement, vous prenez une pièce. Est-ce que vous avez besoin de savoir la pièce que vous prenez ou est-ce que vous prenez une des pièces de la boîte? C'est la seule chose qu'il faut se poser. Si ça a un impact, oui, il faut gérer en numéro de lot ou en numéro de série ou en péremption, éventuellement, ça c'est aussi possible. Soit ça n'a pas d'intérêt et donc là, vous gérez au global. C'est plus facile pour les entrées, pour les sorties, pour la valorisation, pour les inventaires. C'est plus facile pour tout. Maintenant, encore une fois, ça dépend du contexte. Alors, 4e erreur. Ne pas prendre en compte le mode de fonctionnement des utilisateurs. Et là, on touche à un point qui est quand même assez important parce qu'un bon système de gestion, ce n'est pas juste des règles, des tableaux, c'est aussi un outil pour vos équipes. Et donc, on le sait, c'est super important d'impliquer les équipes, comme dans tout projet, car au final, ce sont eux les utilisateurs finaux. Donc, est-ce que tu peux nous partager ton retour sur cette erreur que tu as pu voir dans tes projets? Quelles sont les bonnes questions à se poser pour intégrer les habitudes réelles des utilisateurs dans la gestion de stock? Oui, alors c'est pas juste une question de gestion de stock, c'est vraiment au global. Dès qu'on intègre un nouveau système en place et qu'on veut modifier un système existant ou l'améliorer, mais c'est super important d'avoir le retour du terrain. Parce que on a trop d'exemples où on va mettre un système en place et on a une tête pensante qui s'est dit tiens, je vais faire ça comme ça va être génial, etc. Sauf que quand on le met dans la réalité du terrain, on se rend compte que ça ne fonctionne pas du tout. Donc, dans le cas d'une gestion de stock, il faut réfléchir au mode de sortie. Donc, ça veut dire, est-ce que c'est les techniciens qui vont au magasin chercher les pièces quand ils en ont besoin? Est-ce qu'il y a un magasinier qui fait les sorties pour eux? Est-ce qu'il y a de la préparation éventuellement de paniers de pièces pour les interventions? Ça arrive également. Donc, c'est des questions à se poser parce que d'une façon de fonctionner à l'autre, mais ça peut être différent. Les accès vont pas être les mêmes, les droits de modification, d'ajout, de suppression, de retrait du stock, pardon, vont pas être les mêmes. Donc, il faut penser à ça et il faut penser à tous les cas de figure parce que même si vous avez un magasinier qui, la journée, sort les pièces pour technicien, qu'est-ce qui se passe si vous avez une équipe de maintenance de nuit qui doit sortir une pièce? Si la moitié de l'équipe peut quand même sortir une pièce en direct, mais qu'il y a un magasinier, il faut réfléchir aussi à ce cas de figure. Donc, il faut vraiment voir comment l'équipe travaille. Il faut voir est-ce qu'elle est OK de changer sa façon de faire. Alors,
c'est pas uniquement changer la façon de faire, mais est-ce qu'il y a des améliorations qui sont possibles? Et donc, il faut se poser ces questions-là à l'avance. Et c'est aussi vrai pour les entrées, pour les sorties que pour les entrées. C'est parce que, alors, je dis entrée, c'est pas totalement une entrée, c'est plus une des-sortie, mais il y a plein d'exemples dans lesquels un technicien a besoin d'utiliser une pièce, un filtre, par exemple, sur une machine. Il ne sait pas lequel il doit prendre. Il en prend deux. Donc, il fait une sortie de chaque parce qu'il les sort du magasin. Il va sur sa machine. Il dit, bah, OK, finalement, c'est le filtre A dont j'avais besoin. Qu'est-ce qu'il fait du filtre B? Est-ce qu'il le remet en stock et donc, point? Mais alors, on va dire, oui, il le remet en stock et point. Mais le remettre en stock, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce qu'on modifie la sortie? Est-ce qu'on supprime la sortie et qu'on la recrée? Est-ce qu'on crée une entrée? Et tout ça peut avoir un impact. Une entrée, ça peut avoir une valorisation, ça peut en faire jouer la valorisation de la pièce. Ça peut jouer au niveau comptabilité aussi, donc il faut aussi questionner la comptabilité là-dessus. C'est plein de questions à se poser. Il n'y a pas de système, il n'y a pas de mode de fonctionnement préétabli qui fonctionne à tous les coups. Ça dépend toujours de la façon de fonctionner de l'entreprise et également de tout ce qui est lié à la maintenance. Donc, dans ce cas-ci, est-ce que la comptabilité veut avoir un regard sur ce qui se passe à la maintenance? Si oui, on ne fonctionnera pas de la même façon que si la comptabilité ne s'en occupe pas. On avait d'ailleurs fait un webinaire sur le sujet plus ou moins l'année dernière, sur l'implémentation d'un logiciel de GMAO. Oui. On avait effectivement fait, c'était toi qui l'avais présenté avec un collègue, on avait effectivement fait la focalisation sur cet aspect de l'intégration des utilisateurs finaux qui est extrêmement importante. Donc voilà, on verra dans le replay, enfin dans le mail avec le replay. On n'a pas changé de point de vue depuis. Alors, on passe à la dernière erreur, ne pas s'intégrer aux outils existants. C'est effectivement celle de ne pas penser à l'environnement logiciel dans lequel on va intégrer la gestion de stock. Donc, entre l'ERP, la compta, la production, la qualité, etc., chacun ses exigences, ses habitudes, ses propres données. Et si on ne clarifie pas bien les rôles, qui pilotent quoi, qui synchronisent avec quoi, on se retrouve avec des systèmes en conflit ou des données qui peuvent parfois être erronées. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce qu'on peut anticiper ce genre de problème et surtout à quel moment il faut se poser la question avec l'intégration avec l'ERP ou un autre outil? Ce qui va se passer, c'est que dans beaucoup de sociétés, quand on met en place un outil de gestion de stock, il y a souvent déjà des outils qui existent, mais qui ne sont pas forcément liés à la maintenance. Et généralement, on a des ERP. Il y a énormément de cas où on va commencer à faire de la gestion de stock, et là, on va nous dire, ouais, mais attendez, la majorité des pièces sont déjà rentrées dans l'ERP. Donc, il y a déjà des éléments. Et ça va également avoir un impact, parce que l'ERP, il est codifié d'une façon. Une GMAO est codifiée d'une autre. L'idée, c'est que on arrive à un moment donné à faire communiquer les systèmes entre eux. Donc, ça veut dire que qu'est-ce qu'il faut déjà définir? C'est qui sera le maître dans la relation. Est-ce que c'est l'ERP qui va avoir le dernier mot sur l'ensemble des éléments? Est-ce que dans le cas de la maintenance, c'est la GMAO qui va, elle, définir ce qui va être fait? Donc, ça, c'est très important à le définir assez tôt, parce que si, par exemple, c'est l'ERP qui définit la relation, eh bien, à ce moment-là, on a plus d'intérêt à faire une extraction de l'ERP pour la réintégrer dans la GMAO pour pouvoir, ne fût-ce qu'avoir les codifications des articles sur la GMAO qui est la même que l'ERP dans le cas où on fera une interface, que si c'est la GMAO qui gère tout, là, on est un peu plus libre de ce qu'on veut faire. Donc, il faut voir quelle est la situation. Parce que si on prend notre exemple, notre GMAO, elle intègre une partie ERP pour tout ce qui est réapprovisionnement, commande, etc. Si on veut à un moment donné s'interfacer avec l'ERP, ça arrive souvent, c'est que la GMAO fait un peu ce qu'elle veut, mais les commandes devront quand même passer par l'ERP. Eh bien, on doit faire une extraction des commandes à l'envoyer à l'ERP pour validation. Et dans ces cas-là, c'est important d'avoir des systèmes qui sont prévus à la base pour communiquer entre eux. Partir sur deux directions différentes et puis se rendre compte qu'à un moment donné, on s'est très écarté, mais on doit revenir à une jonction, c'est beaucoup plus compliqué que d'y réfléchir dès le départ. Et donc, l'autre chose qui est importante dans ce point-là aussi, par contre, c'est de bien comprendre le fonctionnement des deux logiciels avant. Alors, ça fonctionne dans notre cas, ça fonctionne dans le cas des ERP. Ça veut dire qu'avant de vous dire, on va faire une relation, on fait ceci, apprenez comment le système fonctionne. Une GMAO n'est pas l'autre, un ERP n'est pas l'autre, donc le mode de fonctionnement n'est pas tout à fait le même. Donc, se parler d'interface avant même de savoir comment ça fonctionne, on peut l'envisager, évidemment, c'est important de savoir que ça devrait être mis en place, mais
avant vraiment de réaliser l'interfaçage, il faut s'assurer qu'on comprend le mode de fonctionnement des deux systèmes pour avoir quelque chose qui s'intègre au mieux dans leur fonctionnement et pas du bricolage où on va devoir chipoter, enfin encore une fois, alourdir le système parce qu'on ne l'a pas mis en place de manière raisonnable. Et à quel moment du projet on peut commencer à se poser la question par rapport à cet interfaçage, en dehors du fait qu'il faille bien comprendre son logiciel, enfin les différents outils qui sont présents en interne? Je pense que c'est un objectif qui doit être fixé dès le départ. Est-ce qu'on a un intérêt à un moment donné à faire une interface? Alors, bon, faut pas non plus extrapoler en disant oui, ça pourrait arriver un jour. Est-ce que dans le cadre actuel dans lequel vous travaillez, ça devrait être fait? Si c'est oui, mais alors il faut déjà faire participer les intervenants principaux de tous les côtés. Si non, pour moi, il n'y a pas forcément besoin alors de se tracasser avec ce point-là. Eh bien, on en arrive à la fin, à la conclusion. Donc effectivement, les erreurs qu'on a vues aujourd'hui sont des réalités qui sont assez connues. On n'a pas toujours le temps de les décortiquer, surtout d'en tirer des leviers d'amélioration vraiment applicables. Et au final, il ne s'agit pas vraiment de viser un système qui est parfait. Ce qui compte, c'est vraiment d'avoir quelque chose de fiable et qui est surtout adapté à vos flux, à vos équipes, mais aussi à vos priorités. Et ça commence par des choix de gestion simples mais structurés. Et donc, la vraie valeur d'un bon stock, au final, ça permet d'éviter les pertes de temps, les imprévus, les différents blocages, etc. Oui. Moi, je rajouterais juste que ce qui est important aussi, c'est que pour faire une bonne gestion de stock, il faut déjà des bons intervenants, mais c'est important également de bien vous faire accompagner. Parce que généralement, nos clients, ils ont une expertise métier que nous, on n'a pas forcément. Donc, eux, ils savent comment ils veulent gérer leur stock, mais nous, on est là pour leur montrer comment le gérer efficacement dans notre logiciel. Et donc, c'est important que tout le monde Moi, je peux pas mettre en place Si j'arrive chez un client qui me dit, tiens, mets-moi mon stock en place et que la personne s'en va, je suis perdu. Je pense que si j'arrive et je dis au magasinier, tiens, fais ta gestion de stock, voilà comment ça marche et je m'en vais, il est perdu aussi. Donc, c'est important de travailler avec les différents intervenants pour arriver à faire quelque chose de concret et d'efficace pour tout le monde. Tout à fait. Merci à tous et à toutes pour votre attention. Si vous avez des questions ou si certains points résonnent avec ce que vous vivez au quotidien, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et voir comment on peut ajuster cela à votre organisation de manière concrète. Toujours un petit battement, ta première question et puis après ça... La première question est la plus difficile. La première question est la plus difficile et après ça défile un peu plus. Évidemment, vous pouvez aussi poser vos questions par email ou nous contacter. On a les adresses de contact dans la slide juste après, avec nos coordonnées si vous souhaitez qu'on vous recontacte aussi. Alors simplement, est-ce que dans le chat, vous pouvez nous dire déjà si c'était clair les explications? Est-ce que vous avez appris des choses? On travaille dans un laboratoire et la majorité de nos pièces sont des consommables et des réactifs. Alors, nous, on s'était posé la question, comme nous, on est éditeur de 2 logiciels, une GMAO et un logiciel de gestion de laboratoire, un LIMS. On s'est posé la question si on devait plus l'orienter sur la GMAO et le LIMS. On a plus communiqué au niveau GMAO pour ce webinaire-ci. Maintenant, ce que j'ai expliqué et ce que Mathilde a précisé, ça fonctionne également dans le cadre d'un laboratoire. La différence, c'est que vous allez, dans le cadre de votre laboratoire, avoir davantage de gestion en lot au numéro de série et forcément en date de péremption. Il y a plus, vous êtes plus dans ce cas de figure-là. Donc, on va peut-être devoir réfléchir à des mises en place pour des sorties facilitées par des QR codes, par exemple, ou des codes barres. Vous pouvez évidemment aussi contacter nos équipes si vous avez besoin de plus d'informations. Il n'y a pas de souci. Oui, l'intégration des intervenants et du magasinier est primordiale pour une bonne gestion. Une des difficultés est la codification des pièces. La codification des pièces, c'est toujours quelque chose de compliqué. Généralement, ça se passe bien quand on a déjà un ERP en place, parce que alors on reprend la codification, elle a déjà été réfléchie avant, donc c'est un gain de temps. Quand ce n'est pas le cas, en fait, on a plusieurs façons de le faire. On peut travailler, par exemple, par famille d'articles qui permettent de le faire. Alors, soit on fait des codifications du type
je sais pas moi, tout ce qui est field, ça va être FLIT, tiret, et puis un numéro qui s'incrémente automatiquement. On a des sociétés dans lesquelles ils vont avoir vraiment des numéros d'articles qui font référence à des groupes, donc on va avoir le 1000-001, le 2000-001, mais c'est vrai qu'effectivement, la codification est quelque chose qui doit se réfléchir, parce que ça permet de retrouver plus rapidement aussi des éléments. Ça permet de faire du filtre beaucoup plus rapide quand vous cherchez les pièces. Quand vous avez tous les filtres commencent par field, si vous tapez field, vous avez d'office tous les filtres qui sont affichés. Parce que dans la désignation de la pièce, c'est pas toujours aussi évident qu'on a l'impression. Est-ce qu'il y a encore des questions? Je vois une autre question. La gestion de stock peut-elle être simplifiée pour les techniciens avec des codes barres et je suppose que c'est ou la version mobile? Forcément, oui. Pourquoi? Parce que l'intérêt d'avoir un code barre, ça permet déjà de ne pas se tromper quand on recherche une pièce. Parce que en fonction de la taille du magasin, on peut avoir des magasins qui sont quand même relativement étendus en termes de place. Quand on arrive et qu'on a une référence, comme Thierry disait justement, avec une codification qui est parfois un peu, on va pas dire aléatoire, mais un peu compliquée. Quand vous avez un code de 9 chiffres à retenir, vous arrivez devant le PC pour faire la sortie, vous dites, zut, c'était 322 ou 327. Vous ne savez plus. Alors que si vous avez un code barre sur la boîte, vous flashez le code barre. Évidemment, là, on peut le faire avec le téléphone mobile. L'avantage, c'est que ça permet de faire une sortie directement sur le téléphone. Certaines sociétés vont travailler avec un PC au magasin. Ça va vraiment dépendre de ce qui est mis en place au niveau IT. Et l'avantage, c'est que là, on peut travailler avec des douchettes qui sont connectées en Bluetooth. Question. Comment réintégrer des pièces remises en état par les techniciens et comment gérer les coûts? Ça, c'est une question qu'on a souvent. Comment réintégrer des pièces qui sont remises en état par des techniciens et comment gérer les coûts? C'est justement le problème de ces réintégrations de pièces. C'est qu'en fait, une pièce, techniquement, vous l'avez achetée à un fournisseur, vous l'avez achetée une fois. Si vous la remettez en stock à un moment donné, même si le coût n'est plus le même, elle va, entre guillemets, fausser votre gestion de stock. Ce que moi et mes collègues, on propose de temps en temps quand on a des pièces de entre guillemets seconde main, c'est de créer un autre magasin pour justement intégrer ces pièces. Comme ça, on sait on sait déjà qu'on sert des pièces qui ont déjà servi, et ensuite, ça permet de faire une revalorisation de ces pièces derrière. Est-ce qu'on peut vous partager un fichier modèle prototype pour la gestion de stock pour le laboratoire? Oui, on peut faire ça. Vous avez nos coordonnées qui sont affichées à l'écran. Vous nous envoyez un mail avec votre demande. On va regarder ce qu'on peut vous proposer. En sachant aussi que de notre côté, on n'impose pas de format. Donc, l'exemple qu'on pourrait vous envoyer ne sera peut-être pas complet par rapport à ce que vous attendez. Il n'y a pas de problème. On peut l'agrémenter avec d'autres informations par la suite. Alors, comment gérer les pièces non stock qui sont achetées à la volée par les techniciens afin d'implémenter la nomenclature de l'équipement? Ça va dépendre du système, parce que, par exemple, les pièces non stock qui sont achetées à la volée, alors, bon, évidemment, si vos techniciens ont créé une référence qui s'appelle hors stock et qui mettent juste un commentaire pour dire ce que c'est un peu plus compliqué, mais c'est rien d'insurmontable non plus. En fait, là, je vais parler pour notre logiciel. Nous, on permet de gérer des articles, mais sans le gérer en stock. Donc, ça veut dire que vous pouvez avoir des consommables que vous avez référencés juste parce que vous les utilisez et que vous allez dire, voilà, j'en ai sorti 3, 2, et là, il n'y a pas de gestion de stock qui s'impose. En fait, ce qu'on peut faire dans notre logiciel, c'est qu'à tout moment, un article qui n'est pas géré en stock peut devenir géré en stock. Et alors, à ce moment-là, on rentre dans les notions de magasin, d'emplacement, de sortie, d'entrée et de valorisation des stocks en fonction des entrées. Est-ce qu'il y a encore des questions? On clôture tout doucement ce webinaire. Ça me semble être la fin. Oui, on n'a plus de questions. On a eu 4-5 questions qui ont été posées. Merci pour vos questions et votre participation. Oui. Merci à tous et à toutes. On va laisser tourner la réunion encore 1 ou 2 minutes, juste pour qu'on puisse se déconnecter tranquillement. Exactement. Et on vous souhaite une bonne journée et merci de votre présence. Merci. Merci. Bonne journée.